Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 20h de Tri TV. Voici les titres de ce jeudi. Lancement officiel à ce jour de l'initiative présidentielle assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. L'école primaire Lemnogo dans la commune de Zitenga a abrité la cérémonie présidée par le chef de l'État. Licenciement des 16 policiers en octobre 2019, le syndicat Alliance Police Nationale se pose des questions quant à leur réintégration. Dans une conférence de presse, il interpelle le gouvernement et souhaite voir s'appliquer la décision de justice dite depuis maintenant 1 an. Et puis, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est de retour dans son pays après 10 années passées en Europe et 3 mois après son acquittement définitif par la Cour pénale internationale. Dans ce journal, nous vous proposerons des images de son arrivée. Le président du Faso a procédé ce 17 juin au lancement officiel de son initiative dénommée « Assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour ». Ce lancement, annoncé le 15 juin dernier lors d'une conférence de presse à Ouagadougou, a été doublé de la commémoration en différé de la Journée internationale du lait. C'est la commune de Zitenga, dans le plateau central, qui a accueilli cette célébration. Reportage de Fatimata Nikiema. Don symbolique de charrettes, de semences et de repas aux parents et enfants du village de Lemnogo dans la commune rurale de Zitenga. C'est un geste qui marque le début du processus de mise en œuvre de l'initiative qui devra désormais être répétitif à l'endroit des enfants en âge scolaire au Burkina Faso. Il s'agit de l'initiative présidentielle « Assurer à chaque enfant en âge scolaire un repas équilibré par jour ». Un repas équilibré par jour pour chaque enfant en âge d'aller à l'école ne doit plus être un luxe. Ça doit être une nécessité de le faire pour l'État. De pouvoir en même temps associer les cantines, associer les producteurs locaux et faire en sorte qu'il y ait un développement des valeurs au niveau donc de chaque zone. Selon le président du Faso, le défi majeur est d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des enfants en âge scolaire. Mais c'est aussi accroître les revenus des ménages ruraux vulnérables. Chaque commune du pays bénéficiera donc des investissements qui vont permettre de relever ces défis. Des collectivités qui doivent aussi mettre la main à la pâte. Ça va renforcer les capacités de production en matière agricole, en matière de légumes dans nos différentes régions et en matière de lait, puisque vous avez vu également exposé ici le village laitier tel qu'il a été montré en termes de production, de transformation en différents types de yaourts, de fromage, etc. Lors de cette cérémonie, il a été remis aux représentants des gouverneurs, des présidents de conseils régionaux, des partenaires techniques et financiers et des ministères concernés la stratégie de mise en œuvre de cette initiative présidentielle. Cette cérémonie de lancement officiel a servi de cadre pour le Burkina Faso de célébrer en différé la Journée mondiale du lait. Une occasion pour les acteurs intervenant dans ce domaine d'exposer leurs produits et de soumettre au président du Faso quelques difficultés de la filière lait. Ouverture du dialogue politique ce jeudi 17 juin au palais de Kosiama. Majorité et opposition ont répondu présent à l'appel du président du Faso pour échanger sur des questions d'intérêt national. Cette deuxième rencontre du genre se tient dans un contexte national marqué par la double crise, d'où l'occasion pour la classe politique d'apporter sa contribution pour le mieux-être du pays. Maxime Jean-E de Bambara pour le compte-rendu. D'un côté, les partis de la majorité et de l'autre, ceux de l'opposition politique burkinabé. Tous réunis dans la salle polyvalente de Kosiam à l'initiative du chef de l'État, ils vont réfléchir à des solutions endogènes et pérennes afin de répondre aux préoccupations majeures des Burkinabés liées, entre autres, aux crises sécuritaires et sanitaires ainsi qu'à l'organisation des prochaines élections municipales. Ce dialogue politique se veut, selon le président du Faso, une belle opportunité pour la classe politique de contribuer utilement à relever les défis communs. La présente session du dialogue doit permettre à la classe politique d'échanger sur la situation nationale et les élections locales prévues en 2022. Aussi, les questions suivantes sont-elles inscrites
à l'agenda de la présente session la situation sécuritaire, la révision à minima du code électoral pour la prise en compte des réformes nécessaires, les votes dans les zones à fort défi sécuritaire et sur les personnes déplacées internes. D'autres questions non moins importantes pourront également faire l'objet de discussions dans le cadre du dialogue politique. C'est le lieu pour moi de témoigner ma reconnaissance aux deux entités que sont la majorité et l'opposition pour leur disponibilité. Je souhaite que durant les travaux de cette session, chacune et chacun de vous se mette à la hauteur des attentes de notre vaillant peuple. À l'ouverture de ce dialogue politique, les deux co-présidents, Simon Compaoré, président du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, et Edi Komboyego, chef de file de l'opposition, ont été installés pour diriger les travaux de cette rencontre qui va durer 72 heures. Rencontre dont la classe politique dit entendre beaucoup. Notre pays connaît des attaques meurtrières, inédites. Donc il est donc normal que dans ce dialogue politique-là, nous puissions faire la situation et voir quelles sont les dispositions que le gouvernement entend prendre pour pouvoir arrêter cette guerre. Et ensuite, nous allons rentrer dans les questions organisationnelles et de renforcement de la démocratie. Certainement voir quelles sont les dispositions du code électoral qu'il faut toucher pour qu'il y ait d'une manière consensuelle. Certainement que les points sur lesquels on ne s'entendra pas feront l'objet d'un rejet ou d'une analyse plus tard. Nous osons espérer qu'on s'entendra sur tous les points de vue. Ce dialogue politique-là doit être l'occasion pour nous de faire corps avec notre peuple pour que les décisions que nous allons prendre aillent dans le sens de l'unité d'action pour résoudre les problèmes que nous connaissons aujourd'hui au niveau de notre pays, notamment la question sécuritaire, mais aussi les autres défis que nous aurons à connaître très certainement en 2022. Je vais parler des élections municipales. C'est des élections importantes qui commandent que nous soyons unis dans la manière dont nous allons décliner ces élections et notamment regarder au niveau du code électoral ce qu'il convient de revoir pour que tout cela se passe dans l'intérêt bien compris des populations. Ce dialogue politique est le deuxième du genre après celui tenu en juillet 2019. Et selon le président du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, la première rencontre a permis à la classe politique d'aller à des élections apaisées, libres et transparentes. Les conclusions de cette rencontre sont attendues pour ce samedi 19 juin 2021. Le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, a reçu sa première dose d'AstraZeneca ce 17 juin au centre de santé de l'arrondissement numéro 12 de la ville de Ouagadougou. Il dit avoir fait ce geste pour se protéger, mais aussi pour protéger son entourage du Covid-19. Il a invité les Burkinabés à lui emboîter le pass Sanata Kwanda et Abdoulrahim Magnéni. Après avoir reçu sa première dose de vaccin contre le Covid-19, Ousseini Tamboura, ministre de la Communication, dit avoir totalement confiance aux autorités médicales. Il invite de ce fait les populations à se faire vacciner afin que la maladie soit éradiquée. Pour lui, se faire vacciner est un geste qui permet de se protéger et aussi protéger les autres. Se vacciner, en vérité, c'est aimer les autres, puisqu'il s'agit par un acte de protection de soi-même, c'est surtout protéger les autres. Puisque le vaccin nous permet d'avoir cette immunité collective. C'est l'histoire des vaccins de toutes les façons. Vous êtes là avec moi. Lorsque vous allez prendre votre vaccin contre la méningite, je ne pense pas que vous posez beaucoup de questions. Vous faites totalement confiance aux autorités médicales, aux autorités scientifiques. Et je pense que ça procède du même processus et nous faisons entièrement confiance. Les effets secondaires peuvent exister, mais ils ne sont pas insurmontables. Le directeur de la prévention par la vaccination a profité de l'occasion pour clarifier les choses quant à la polémique sur le non-port des gants par les agents de santé pendant la vaccination. Il a rassuré qu'avec l'usage du gel hydroalcoolique, le port des gants n'est plus nécessaire. La prévention des infections au cours des actes de vaccination est clairement assurée par le fait que entre
2 personnes à vacciner, l'agent de santé se frotte les mains avec du gel. Si à chaque fois vous portez des gants, il n'y a pas de plus-value en matière de prévention. Le directeur Issa Ouedraogo se dit satisfait de l'engouement autour de la vaccination contre le Covid. 2 semaines après l'introduction du vaccin au Burkina Faso, plus de 20 000 personnes se sont déjà faites vacciner. Le ministère de la Santé, pour la 2e fois, lance l'enquête STEP au Burkina Faso, un sondage qui permettra d'évaluer la prévalence des facteurs de risque communs des maladies non transmissibles au sein de la population. Pour une réussite totale de l'expérience, le ministère a convoqué hier une rencontre avec les hommes de médias dans le but de leur fournir toutes les informations relatives à l'enquête. Nadine Zongo. Session d'information et de formation des hommes de médias et des acteurs de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles ce 16 juin. Objectif, informer les potentiels relais d'information sur l'enquête STEP en cours au Burkina Faso. Il s'agit d'une enquête qui a pour objectif donc de mesurer d'évaluer donc la prévalence des facteurs de risque communs aux maladies non transmissibles au sein des populations, au sein de la population du Burkina Faso. Donc cette session a été organisée à l'endroit des journalistes parce que ce sont eux qui sont les porteurs de l'information, qui sont les personnes les mieux indiquées pour apporter la bonne information aux populations concernant donc la réalisation de cette enquête et pour faciliter en tout cas l'adhésion donc des populations à l'enquête qui est en cours sur toute l'étendue du territoire. L'enquête STEP concernera donc les maladies non transmissibles. Contrairement aux maladies transmissibles, elles naissent de nos habitudes quotidiennes et se développent assez lentement. Mais une fois déclenchées, elles rendent vulnérables et exposent le malade à d'autres pathologies. Les maladies non transmissibles sont très négligées au Burkina Faso, alors qu'elles font assez de ravages au sein des populations. En 2013, le ministère de la Santé a réalisé sa première étude STEP. Une étude qui a permis de déterminer les résultats suivants. 17,16% de la population est atteinte d'hypertension. 2,1% des Burkinabés souffrent d'obésité et 4,3% sont hyperglycémiques. Ces maladies non transmissibles sont nées du fait de la négligence alimentaire et même du mode de vie. En matière de maladies non transmissibles, on ne parle pas de cause. On n'a pas un agent pathogène qui favorise la survenue de la maladie. On parle alors de facteurs de risque. Et on a défini donc un groupe de facteurs de risque communs aux maladies non transmissibles, que sont donc la mauvaise alimentation, donc consommation d'aliments trop gras, trop sucrés, trop salés, la consommation insuffisante de fruits et légumes, on a l'inactivité physique, on a la consommation de l'alcool, la consommation du tabac. Éviter ces maladies non transmissibles suscite un grand effort pour adopter un mode de vie assez sain. Par exemple, contrôler la consommation du sel, du sucre, de l'alcool et pratiquer une activité sportive régulière. Pour éviter donc la survenue des maladies non transmissibles, on propose également 4 grands groupes de méthodes. Donc la première chose, c'est d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Pas trop salé, pas trop sucré, pas trop gras et de prévoir suffisamment de fruits et légumes dans notre alimentation. La deuxième chose, c'est d'éviter la consommation du tabac, éviter la consommation de l'alcool, pratiquer une activité physique régulière. On dit bien régulier. Voilà, une activité physique régulière. Et le dernier point qui est très essentiel aussi, c'est de faire un bilan de santé régulièrement. L'enquête STEP est en cours en ce moment sur toute l'étendue du territoire. L'enquête se fera en 3 grandes parties. À en croire Dr Marie Zouré, l'étape d'énumération des domiciles est déjà faite. D'ici à quelques jours, les enquêteurs procéderont à l'administration des questionnaires aux domiciles retenus dans les grappes. Cette étude concernera 4 322 individus âgés de 18 à 69 ans qui seront choisis de façon aléatoire. L'enquête a débuté le 11 juin et prendra fin le 30 juillet prochain. Toutefois, les résultats ne seront disponibles qu'à partir du 4e trimestre. Le coût de l'enquête est de 400 millions de francs CFA, largement supporté par les partenaires financiers que sont la Banque mondiale, l'OMS et l'UNICEF. Vous le savez certainement, depuis le 24 mai dernier, les étudiants de la direction de la formation supérieure en sciences supérieures subissent un arrêt de cours suite au mouvement d'humeur des enseignants permanents de l'École nationale de santé publique. Ce jeudi 17 juin, les étudiants ont convié les journalistes pour exprimer leur mécontentement et lancer un cri de cœur aux différentes parties prenantes
afin qu'un terrain d'entente soit trouvé rapidement pour une reprise effective des cours. Sanata Siri. Cela fait 3 semaines que les étudiants de la direction de la formation supérieure en sciences supérieures sont au pain sec et à l'eau suite au mot d'ordre des enseignants permanents de l'École nationale de santé publique. Au regard de la situation, les étudiants sont sortis ce jeudi pour exprimer leur inquiétude. Selon ces derniers, cette crise entre enseignants et autorités du ministère de la Santé impacte négativement la qualité et la durée de leur formation. Des cours suspendus, plus d'évaluation, ni d'examen de fin d'année. Vous voyez que la crise là, elle va de mal en pis. Parce qu'il n'y a rien de positif qui se plane à l'horizon, qui plane du moins à l'horizon. Parce que tout simplement, jusqu'au 31 juillet, il n'y aura pas d'activité. Et s'il n'y a pas de terrain d'entente, cela voudrait dire qu'éventuellement, à la reprise en septembre, le moule peut être reconduit. C'est ce qui nous inquiète. Malheureusement, il y a des répercussions négatives sur nous. Parce que, bon, voilà, on vient le matin, il n'y a pas cours, on repart. Alors que, bon, c'est du carburant, c'est des risques qu'on prend sur la route liés à la circulation de Ouagadougou, d'éventuels accidents. Et en plus de cela, ça va aussi jouer fondamentalement aussi sur la qualité de notre formation et éventuellement la suite de la carrière. Parce que si ce n'est pas fait dans les délais, on risque d'avoir des soucis. En effet, le mouvement d'humeur des enseignants de l'École nationale de santé publique est relatif à leur prise en compte dans la loi portant statut de la fonction publique hospitalière. Sur place, nous avons pu recueillir l'avis de certains enseignants de la direction de la formation supérieure en sciences supérieures sur la question. Nous sommes en mouvement de revendication, un mouvement organisé par les organisations syndicales de l'École nationale de santé publique, avec un contenu qui consiste à suspendre la programmation des activités pédagogiques et l'exécution des enseignements aussi théoriques que pratiques. Pour exiger un certain nombre de choses qui sont connues de l'administration. Et je crois que c'est ce qui fait que les classes sont restées fermées depuis le début du mouvement. Nous n'avons pas, a priori, prévu que quelqu'un ramasse des pots cassés. Nous avons organisé un mouvement de revendication. Je pense que les pots cassés doivent être mis dans le compte de la réaction de l'administration qui a la possibilité de répondre dignement à la requête des travailleurs, ce qui éviterait qu'il y ait des victimes collatérales. Ces étudiants issus de la direction de la formation supérieure en sciences supérieures sont entre autres des attachés de santé en chirurgie, en anesthésie, en réanimation et en ophtalmologie. Ils invitent donc les autorités du ministère de la Santé et les enseignants de l'École nationale de santé publique à s'engager dans un dialogue afin de trouver un terrain d'entente pour une reprise effective des activités pédagogiques. Autre mécontentement, le syndicat Alliance Police Nationale APN a clamé ce matin la réintégration des 16 policiers licenciés en octobre 2019. Malgré la décision de justice qui ordonnait le retour de ces derniers dans les rangs de la police nationale, les choses sont restées inchangées depuis maintenant 1 an. De nouveau, face à la presse, le syndicat a interpellé le gouvernement. Michael Tougri. Bientôt, cela fera 2 ans que 16 militants de l'Alliance Police Nationale étaient licenciés des effectifs de la police nationale. S'ensuit alors une bataille judiciaire qui sera sanctionnée par une décision de justice qui ordonne la suspension de cette décision de licenciement et l'intégration des policiers. Jusqu'à présent, les 16 policiers peinent à retrouver leur emploi malgré le verdict prononcé par la justice. Le 17 juin 2020, que le cabinet Maître Farama a effectivement adressé le rapport à l'agent judiciaire de l'État disant que l'État était en conflit avec des particuliers en justice, mais malheureusement, l'État a perdu. Et il est maintenant nécessaire qu'on applique des décisions. Depuis le 17 juin 2020. Et l'AJT, l'agent judiciaire de l'État, a pris acte et a notifié la même décision à la Direction générale de la police nationale courant octobre 2021. Alors, courant octobre 2020. Donc, dans cette même logique, le directeur général de la police nationale a fait aussi son rapport adressé au ministre de la Sécurité, faisant cas, effectivement, des décisions de justice qu'il faille respecter. Et le ministre, il prend ces décisions, il ne sait pas où il les a mis, mais jusque-là, nous ne comprenons pas le blocus. Depuis juillet 2020, la Cour de cassation vidait le dossier de licenciement et ordonnait l'intégration des policiers. Plusieurs actions seront donc engagées pour l'intégration des policiers et cela s'ensuit. Désormais, les militants de l'APN en appellent au gouvernement pour le respect de la décision de justice et leur intégration dans un bref délai. En janvier passé, nous sommes rendus pour comprendre effectivement qu'est-ce qui bloque.
notre grande surprise, monsieur le ministre dit qu'il ne veut pas nous voir au sein du ministère. Mais nous nous posons la question. Nous ne sommes pas issus du ministère de la Santé. Nous ne sommes pas issus du ministère de l'Éducation. Nous sommes issus du ministère de la Sécurité. Et si quand même vérification il y en a, nous irions au ministère de la Sécurité pour effectivement comprendre ce qui bloque notre dossier. Donc, nous aussi, nous nous posons la même question. Qu'est-ce qui bloque? Donc, vous êtes journaliste, vous pouvez quand même mener vos investigations, aller auprès de ces autorités-là, effectivement, leur demander ce qui bloque. C'est une mauvaise volonté manifeste ou quoi, nous ne savions pas. Pour l'instant, explique le secrétaire général de l'Alliance Police Nationale, c'est la discipline au sein des militants de l'APN. Une discipline qui ne saurait durer au regard de la situation de plus en plus difficile que vivent les licenciés de l'APN. Le projet La Voix des jeunes du Sahel, phase 2, tient aujourd'hui et demain un forum sous-régional de la diaspora. Cette rencontre permettra de dresser le bilan des activités du projet qui est presque à son terme et aussi de faire des recommandations pour la poursuite du dialogue entre jeunes et autorités. Le point avec Nadine Zongo. Ce forum de la diaspora, deuxième du genre après celui de Bruxelles en octobre 2017, se tient dans le cadre des activités du projet La Voix des jeunes du Sahel. Les participants sont issus des 5 pays du G5 Sahel et de la diaspora en Europe. Il servira de cadre pour tout d'abord dresser le bilan des activités du projet qui est presque à son terme. Ce qu'il faut retenir, c'est que de façon globale, le projet aura permis quand même aux jeunes d'être intégrés dans le processus de prise de décisions socio-économiques et politiques en leur faveur, à travers les processus de formulation de politiques publiques des jeunesses, aussi des processus d'actualisation, de relecture d'anciennes politiques publiques, mais ici avec cette approche qui en fait permet aux jeunes d'être véritablement tout au long, d'être impliqués tout au long des processus de formulation, bien entendu de validation et aussi de mise en œuvre, de suivi des politiques publiques des jeunesses dans l'espace sahélien. Alors pour les cas du Burkina, il faut signaler que le projet a appuyé le ministère de la Jeunesse à pouvoir disposer, bien entendu, sur expression des attentes de la jeunesse burkinabé, disposer d'une stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes que nous avons accompagné tout au long de cette deuxième phase et qui a été techniquement validée en décembre 2020. C'est donc un bilan qui laisse paraître beaucoup d'acquis qui a été dressé par les membres du projet La Voix des jeunes. À cette rencontre, des recommandations ont été faites afin de poursuivre les actions. Alors, les perspectives, il faut dire que nous avons de façon consensuelle défini avec les parties prenantes une stratégie de retrait qui est axée sur les conseils nationaux de jeunesse. Quand on sait que ces conseils nationaux de jeunesse dans ces 5 pays du Sahel ont les faiblesses, ont également les forces. Donc le projet, à travers cette stratégie de sortie, a axé un appui sur 3 volets. D'abord, un appui au renouvellement des instances pour permettre à ces différents conseils nationaux de jeunesse de pouvoir renforcer leur crédibilité en tant que fêtière de la jeunesse dans chacun de ces pays d'intervention. Et aussi un autre appui en termes de renforcement des capacités des membres des organes dirigeants des CNJ et équivalents dans l'espace du G5 Sahel. Et enfin un symposium national qui se tient dans chaque capitale pour réunir toute la jeunesse de chacun de ces 5 pays-là, au-delà des régions d'intervention du projet, pour partager les bonnes pratiques de ce projet. Et en termes de bonnes pratiques, l'une des bonnes pratiques phares, c'est vraiment l'instauration de ce dialogue local entre jeunes et les autorités. On retiendra également que cette rencontre permettra aux jeunes de faire le point des bonnes pratiques en matière de dialogue entre jeunes et autorités. Le projet La Voix des jeunes du Sahel est presque à son terme et les membres anticipent déjà afin de poursuivre le dialogue entre jeunes et autorités, conserver les acquis et contribuer au développement de la sous-région. L'association d'Elwende vient en aide aux femmes de l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. Sur 48 heures, elle a initié une formation dans divers domaines au profit de ces femmes vulnérables en perspective de leur indépendance financière. La clôture de ces activités a été effective le dimanche 13 juin 2021 au secteur 18 à Tanguin, c'est à Ouagadougou. Reportage de Yacinthe à Sawadougou. L'association d'Elwende s'est fixée pour objectif l'autonomisation financière des femmes à travers la formation en fabrication de savons, d'eau de javel, de baumes de nerfs et de vinaigre. Ce sont plus de 260 femmes vulnérables qui ont bénéficié de cette formation. Selon la présidente de l'association, l'objectif est atteint. L'objectif recherché de cette activité, c'est pour que les femmes se prennent en charge. Parce qu'on voit d'aujourd'hui, les femmes souffrent. Ils n'ont pas de travail. Bon, les maris aussi, dans ces temps-là, le temps est un peu difficile. Donc, on a fait
une formation de 368 femmes en savon, eau de javel, baume de nerfs, vinaigre. Pour le premier adjoint au maire de l'arrondissement 4, vu le combat de l'association Delwende au profit des femmes, il était nécessaire de les accompagner dans leur action. Dans un premier temps, il faut dire que quand nous avons été approchés par cette association Delwende qui nous a présenté son projet, nous avons vu ça comme une structure qui veut agir à notre place. Parce qu'on s'est dit qu'en tant que responsable de l'arrondissement, il était de notre rôle, notre devoir, en tout cas d'accompagner ces genres d'activités, en tout cas dans notre arrondissement, qui en tout cas a besoin vraiment de soutenir aussi les femmes. Donc c'est pour cette raison que nous avons trouvé que c'était une opportunité pour nous de les accompagner, voilà, tout en se disant que en tout cas c'est une œuvre utile qu'ils sont en train de faire. Notons que l'association Delwende a été créée en 2015. Et à cette cérémonie, des attestations ont été remises aux femmes bénéficiaires de cette formation. Des vivres ont également été distribués aux femmes en situation difficile. La formation en dessin animé initiée par le réalisateur Claver Yameogo a pris fin hier à 16 juin. Prévue pour un mois, la formation aurait finalement duré 3 semaines. Le formateur se réjouit du niveau des apprenants. Il prévoit une autre session de formation en octobre prochain pour faire de ces jeunes de véritables réalisateurs en dessin animé. Abdoulrahim Magnini. Après 3 semaines de formation en dessin animé, les élèves de Claver Yameogo arrivent à concevoir et animer des dessins qui sont d'ailleurs appréciés par leur formateur. Il a apprécié le niveau de ses élèves et rassuré que la graine a été sémée. Dans quelques années, le Burkina Faso aura des réalisateurs bien formés en dessin animé. Je suis satisfait parce que j'ai pu avoir des formés et puis parce que moi c'était mon but, c'était de former des Burkinabés afin de pouvoir travailler avec eux. Parce que j'étais un peu seul à faire l'animation ici à Ouagadougou, même s'il y avait d'autres personnes, mais il n'y avait pas assez de gens. Maintenant avec ces formés, je pense que la famille s'est agrandie. Je pense que j'ai augmenté le clan et je pense que j'ai des acolytes et je suis content, je suis satisfait du résultat. Je me suis créé des collègues en dessin animé, je suis content, ça fait plaisir. Les élèves, quant à eux, ont remercié Claver Yameogo pour cette formation gratuite qui leur a permis d'apprendre beaucoup dans un laps de temps relativement court. La plupart d'entre eux comptent faire carrière dans le dessin animé. Le dessin, ça a été toujours ma passion. Ceux qui m'ont connu dans le secondaire le savent bien. Et actuellement, je suis en train de commander une palette graphique. Donc, ça veut dire que pour moi, c'est de continuer ou rien. Parce que le niveau que j'ai appris déjà, c'est un privilège pour moi. Donc, je veux, coûte que coûte, aboutir à quelque chose de concret. Le parrain de cette première session de formation en dessin animé s'est réjoui de l'initiative. Il nourrit l'espoir de voir les contenus des médias burkinabés essentiellement constitués de productions locales, chose qui permettra d'avoir des contenus médiatiques qui répondent à la culture africaine et burkinabé en particulier. Un compatriote qui est sollicité au plan national accepte de venir dans son pays, apporter sa contribution, former ses jeunes frères, le faire gratuitement. Et ça, je trouve que c'est une chose qui est très bonne. Et derrière, je pense aussi que le dessin animé a beaucoup d'avenir. Aujourd'hui, on a beaucoup de médias. Il faut des productions pour ces médias-là. Et former des jeunes gens qui seront capables de faire des productions que nous pourrons diffuser sur nos médias est aussi une très bonne chose que moi, en tant que vice-président du CSC, je ne peux qu'encourager et soutenir. La deuxième session de formation en dessin animé est prévue pour le mois d'octobre prochain, mais cette fois-ci, la formation sera payante, a laissé entendre le formateur. L'objectif visé par Claver Yameogo est de mettre en place une association des réalisateurs de dessins utilisant le numérique afin de faire du Burkina Faso une référence en la matière. Vous l'avez entendu en titre, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est arrivé en milieu d'après-midi ce jeudi 17 juin à Abidjan. Il était à peu près 15h45 GMT lorsque son vol régulier en provenance de Bruxelles a foulé le tarmac de l'aéroport international d'Abidjan. Ce retour vient après une dizaine d'années passées en Europe dans le cadre du procès de la crise post-électorale qui avait fait environ 3000 morts. Laurent Gbagbo, faut-il le rappeler, a été définitivement acquitté par la Cour pénale internationale le 31 mars dernier.
Fin de cette édition, je vous quitte sur cette photographie représentant l'entrée de la grotte de Kion. Ce site, de par le passé, constituait un lieu de refuge pour les populations. Avec la pacification, il est devenu de nos jours un espace de chasse. Toutefois, sa valeur culturelle est aujourd'hui intacte car depuis la nuit des temps, des offrandes sont faites à la grotte. Kion est située dans la province du Sanguié. C'est dans la région du centre-ouest du Burkina Faso. Je vous donne un rendez-vous demain, 20h, pour de nouvelles actualités. Bonsoir.